Donc voilà. Alors donc le communisme. Donc je disais le communisme, ça n'a rien à voir avec l'URSS évidemment, ni même avec la mise en commun des outils de production. Ou même d'un code juridique particulier sur la propriété. Donc David Graeber, il parle pas du tout de ça. C'est plutôt une histoire de relations morales entre individus. Relations qui obéissent à l'adage de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Donc phrase célèbre que Marx avait sortie dans sa critique du programme de Gotha, qui trouvait grossièrement trop égalitariste. Donc, quand une canalisation, par exemple, est rompue, et quelqu'un dit « passe-moi la clé anglaise », en général, le collègue lui répondra pas « j'ai quoi en échange ?» Il va juste passer la clé anglaise, sans comptabiliser son geste pour que l'autre lui rende l'appareil le même nombre de fois. Et ça, c'est vrai même si les deux travaillent pour ExxonMobil, pour Burger King ou pour Goldman Sachs. La plupart des entreprises capitalistes, c'est assez paradoxal, hein, la plupart des entreprises capitalistes adoptent le communisme comme mode de fonctionnement interne. Et de plus en plus d'ailleurs, plus ça va et plus c'est comme ça. Pour que les employés, plus les employés doivent improviser, et plus les laisser s'organiser de manière horizontale est efficace. Alors que les structures hiérarchiques verticales provoquent souvent la stupidité en haut et l'inertie et la rancœur en bas. On peut mettre ça en lien d'ailleurs avec ce dont on avait parlé succinctement quand on avait parlé du capitalisme cognitif, qui pousse les entreprises à devenir de plus en plus horizontales et de plus en plus communistes, selon la version de Graeber, pour des raisons tout simplement d'efficacité pratique. Le communisme, c'est en fait le socle de base de toute société sur lequel tout le reste repose. C'est ça qui rend les relations simples de tous les jours possibles. Une simple cigarette demandée à un confrère fumeur, qui imaginerait la payer en liquide? Ou même une information qu'on demande à un passant, après tout, il pourrait ne rien nous dire ou même nous mentir. C'est des relations communistes de la vie de tous les jours. Selon le type de société, on peut avoir du communisme plus ou moins étendu. En général, il est beaucoup utilisé avec les proches avec qui on partage beaucoup de choses, mais dans les sociétés plus villageoises, il est souvent beaucoup plus étendu. Souvent même, dans ces contextes un peu villageois, un étranger ne peut pas se voir refuser de la nourriture, par exemple. Et dans les tribus primitives, c'est carrément, en général, toute la tribu entière qui est la famille, donc carrément, là, le communisme, il est super étendu. Et le communisme aussi témoigne d'une certaine éternité, ça c'est important. On suppose que ça va durer toujours. Donc, du coup, si la relation va toujours durer, compter n'a aucun sens dans ce contexte-là. On est ici non pas dans une relation de réciprocité sur du donnant-donnant, mais sur une relation qu'on pourrait appeler de mutualité, où chacun a une obligation envers l'autre, permanente, mais l'obligation ne dépend pas des services que chacun a déjà fournis. Et bien sûr aussi, comme vous l'avez dit, le partage, c'est aussi un des plaisirs de la vie, qu'on retrouve tant en période de famine qu'en période d'extrême abondance, où on réalise les festins les plus raffinés pour le plaisir de les partager. Un des moyens d'être sûr qu'on est en présence d'une relation communiste, c'est non seulement on compte pas, mais l'idée même de compter paraît blessante dans ce contexte-là. Donc voilà pour le communisme. Est-ce que je peux faire une remarque de détail? C'est par rapport à Marx, il ne critique pas du tout comme étant trop égalitariste la formule de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Il considère au contraire que c'est une formule qui ne pourra avoir lieu et qui aura lieu dans la société communiste pleinement développée. Mais il ne la critique pas. Ce qu'il critique, effectivement, c'est l'égalitarisme, mais l'égalitarisme en allemand, c'est Gleichheit, c'est-à-dire qu'en même temps, ça peut se comprendre comme similitude. En fait, ce qu'il critique, c'est ce qu'on a appelé après le communisme de caserne, le communisme qui voudrait que tous soient exactement semblables. Gleich étant en même temps égaux et semblables en allemand. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens, que les individus sont fondamentalement différents. Et c'est pour ça qu'il y a cette formule de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, parce que on ne va pas demander la même chose. Et même dans le communisme, il n'est pas question de demander. On ne s'attend pas que celui
qui a peu de capacité face autant que celui qui en a beaucoup, mais c'est à chacun de déterminer lui-même ce qu'il est prêt à faire pour les autres, et c'est à chacun aussi de déterminer ce dont il estime avoir besoin. Je suis tout à fait d'accord. En fait, oui, en fait, Marx, il critiquait le programme de Gotha qui était trop... Voilà, ça, tu as tout à fait raison, c'était dans la critique du programme de Gotha. C'est ça. C'est le programme de Gotha qui était trop égalitariste. C'est possible. Alors ça, je ne me souviens plus, mais c'est vrai que le programme de Gotha était, je crois bien, inspiré par Lassalle, qui était un autre social-démocrate allemand. Et Lassalle était partisan de l'alliance du mouvement ouvrier avec le Kaiser. Et donc, sous la direction du Kaiser, il y avait effectivement dans la vision du socialisme de Lassalle une vision complètement uniformisatrice, sauf pour le Kaiser qui était au-dessus, on devait l'accepter en échange de quelques concessions. Ok, alors juste, Eric nous dit, les mousquetaires l'ont bien compris, un pour un, un pour tous, tous pour un. Et avant ça, il nous avait dit, si on décide ensemble, là, nous, de cotiser pour acheter un micro, on met des sous en commun, on a un projet en commun, donc on est dans une relation communiste. Oui, tout à fait. Ouais. Chacun mettra ce qu'il peut pour payer le micro, c'est ça? Ah voilà, chacun mettra ce qu'il peut plutôt. Ouais, effectivement. Ok. Je sais pas si c'était son idée, hein. Je sais pas. Bon. Bah ouais, bah on peut continuer si vous voulez. Ouais, on continue. Alors donc du coup ah oui, il nous dit oui, peu importe la somme du moment qu'on aille au bout. Voilà, donc ouais, c'est effectivement c'est ça, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Alors donc ouais, donc la deuxième forme, donc après le communisme, vient l'échange. Alors donc contrairement au communisme qui participe d'une certaine éternité, l'éternité qui était importante, les relations d'échange peuvent être annulées à tout moment par l'une des parties. Il suffit qu'elle donne autant qu'elle avait reçu et la relation est terminée. C'est ça la différence vraiment fondamentale. Donc il y a deux types d'échanges assez différentes l'une de l'autre, avec des logiques totalement inversées, celles dont on a parlé. Donc il y a l'échange commercial, premièrement, où les deux parties ne s'intéressent pas à la valeur des choses échangées en essayant de tirer une transaction, où les deux parties ne s'intéressent qu'à la valeur des choses échangées en essayant d'en tirer la transaction la plus avantageuse possible pour eux et donc la plus désavantageuse possible pour l'autre. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est pour ça que David Graeber, dans le chapitre sur le troc, nous disait que les transactions commerciales généralisées, le troc avec des transactions commerciales généralisées, mènerait les gens à s'entretuer s'il n'y avait pas l'arsenal policier et juridique que nous avons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avant la monnaie, il n'y avait pas le troc. Ceux des sauvages qui ont commencé à pratiquer abondamment le troc au sein de leur communauté ont dû être éliminés par la sélection naturelle. Du coup, ils n'ont jamais existé. On n'a jamais retrouvé une communauté qui pratique le troc comme élément fondamental des relations humaines. Avant la monnaie, il n'y avait pas le troc, il y avait autre chose, il y avait des relations communistes, des économies du don, etc., mais jamais le troc. Voilà. Petite parenthèse refermée. Donc, la deuxième ensuite. Tu veux dire que le troc n'a jamais existé? Alors, le troc, ça c'était sur le chapitre du troc. David Graeber nous avait dit que le troc comme élément économique principal d'une société n'a jamais existé, et encore moins dans le passé que maintenant. Maintenant, à la limite, enfin du moins assez récemment, on l'a retrouvé dans certains endroits avec des gens qui ont déjà connu la monnaie et qui doivent s'en passer. Par exemple, dans des prisons, des fois ils utilisent des paquets de cigarettes, des trucs comme ça, ou à la chute d'empire, des fois ils commencent à faire du troc en comptant dans l'ancienne monnaie, des choses comme ça. Par contre, chez des indigènes, on n'a jamais retrouvé une tribu indigène qui pratique le troc au sein de la tribu. À la limite, ce qu'on a déjà vu, c'est des tribus ennemies qui pratiquent le troc l'une avec l'autre, des tribus ennemies prêtes à s'entretuer, ou des tribus qui ne vont jamais se revoir et qui sont vraiment, enfin, c'est tendu entre eux, quoi. Mais au sein d'une tribu, au sein d'une communauté, on n'a pas retrouvé de troc. En fait, c'est un mythe qui vient d'Adam Smith, qui a posé que avant les Indiens ils faisaient du troc et après il y a eu la monnaie. Ça c'est totalement faux, c'est démenti par tous les anthropologues. Enfin il y a un consensus là-dessus. Pas chez les économistes parce que les économistes s'en foutent de l'anthropologie de toute façon.
Voilà. Alors, moi, je me demande dans quelle mesure. Attends, juste, Florence. Dans quelle catégorie on peut mettre ça? Parce que j'ai vu, par exemple, ça s'appelle le sel, c'est un échange. Et j'ai vu, alors par exemple, c'est des trucs qui se sont faits, hein, contre le prêt d'un camion qui appartenait à une personne dont une autre avait besoin pour déménager. En contrepartie, elle est venue parce qu'elle a besoin d'étuier son toit et donc il y a eu cet échange-là. Ça se met dans quel tu comprends? Suivant le sel, il me semble qu'il y a une sorte de monnaie qui fait médiation. Donc ça rentre, à mon avis, dans le troc. Simplement, c'est une... Mais le sel, il y a une monnaie. Hein. En plus, il me semble que ce que tu as dit, c'est que le troc n'a jamais été fondamental dans des sociétés. Ce n'est pas dire pour autant, il me semble, qu'il ne veut pas y avoir des îlots de troc dans une société qui fondamentalement fonctionne autrement. Donc ça, c'est un îlot de troc au milieu d'autre chose, à mon avis. Il y a Eric aussi qui voulait dire un truc. Ouais. Ouais, vas-y. Je suis pas complètement d'accord avec tout ça parce que, enfin, c'est pas que je veux faire la contradiction, hein, mais c'est qu'il y a vraiment un truc qui me gêne au milieu de tout ça. Pour moi, la monnaie, c'est du troc. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, ce que on a simplement donné une valeur à chaque chose et à chaque temps et à chaque chose qu'on fait, quoi, même qu'on produit. Et cette valeur, on l'échange. Alors plutôt que de l'échanger en vrai, on l'échange avec la symbolique de cette valeur. Par exemple, si moi je vais acheter une baguette, j'échange contre en fait un dixième de poulet. Et puis après je vais acheter de la lessive, bah, j'échange là encore contre 2 dixièmes de poulet. Et puis finalement avec tout ce que j'achète, c'est comme si j'avais échangé un poulet contre toutes ces petites parties, quoi. Et c'est donc une forme de troc, la monnaie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Mais c'est ce que David Graeber nous dit, c'est que que ce soit le troc ou la monnaie, sans les institutions policières, juridiques, etc., sans l'État, le troc, c'est-à-dire le troc tel qu'on l'imagine dans des civilisations primitives qui n'avaient pas l'État, ne sera pas possible, que ce soit avec la monnaie ou que ce soit avec le troc, peu importe. Les échanges commerciaux ne seraient pas possibles sans s'entretuer. Donc chez nous, c'est possible parce qu'effectivement, on a un État extrêmement développé. Et c'était, en fait, ce qui nous dit, c'est que l'échange commercial généralisé commence à être possible quand il y a un État qui assure que les gens ne s'entretuent pas. Donc, avant la monnaie et l'État sont apparus en même temps. Donc, avant la monnaie, on se dit avant la monnaie, il y avait le troc. Ben non, il n'y avait pas le troc sans État, quoi. C'est les civilisations anciennes, indigènes, qui utilisent le troc et qui n'ont pas d'État, ça n'existe pas. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Non, mais je n'étais pas du tout en train de contredire ce que tu viens de dire. Je voulais juste donner mon point de vue par rapport au troc. Mais bien sûr, c'est vis-à-vis d'une monnaie. Donc, c'est à partir du moment où la monnaie existe. Ensuite, avant, ben, rien ne nous dit que le chasseur qui ramenait un lapin échangeait pas contre du bois pour fabriquer des flèches. On sait pas. Ah si, on le sait parce qu'on a, alors on sait pas dans l'absolu, on sait pas évidemment, mais par contre, il y a des gens quand même qui ont connu des civilisations de chasseurs, par exemple les Inuits en sont une, mais tous les exemples qu'on a vus, que ce soit des chasseurs, que ce soit les Indiens d'Amérique, où il y a des gens qui sont allés les étudier, vivre parmi eux, que ce soit, enfin, tous les indigènes, etc. Dans aucune société, on a trouvé des communautés de chasseurs-cueilleurs, donc qui n'avaient pas d'État, vraiment de tribus, où les gens échangeaient entre eux sous forme de troc. Jamais on a trouvé ça. Donc, si jamais on a trouvé ça, c'est que quelque part, c'est quand même bizarre. On aurait dû en trouver au moins un peu. Enfin, je sais pas. Donc, oui, on pourrait dire dans l'absolu, on ne sait pas parce qu'on n'a pas connaissance de toutes les sociétés qui ont existé, surtout celles qui existaient il y a des millions d'années ou il y a des centaines de milliers d'années, mais celles du moins dont on a des informations et qui coexistaient avec nous, parce qu'il y a des tribus qui ont existé jusqu'à il y a très longtemps et même maintenant il y en a encore quelques-unes. Eh ben, il y avait jamais de chasseurs qui échangent un poisson contre un je sais pas quoi, contre une flèche dans la même communauté.
Enfin, il y a un certain Ah bon. consensus au niveau des anthropologues, quoi. Alors comment ils faisaient? Eh ben, avec le don. Avec Enfin, le don? oui. Ah, Enfin, d'accord. alors, Ah, d'accord, ok, principalement, je c'était le don. comprends. Ça y est, je vois. Ça y est, je comprends là où tu vas en venir. Enfin, en fait, je veux pas apporter une réponse générale pour toutes les tribus. Hein. Il y a différentes variantes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le troc n'a jamais été l'élément principal d'une de ces sociétés, on va dire, tribales. Ils avaient d'autres formes, parfois basées sur la hiérarchie, parfois basées sur plus ou moins le communisme, voilà, parfois sur des économies du don où il s'agissait de se faire des dons, mais voilà, mais pas sur des échanges commerciaux. Les échanges commerciaux deviennent importants quand l'État arrive. Enfin, en tout cas, c'est la vision de Greber et c'est ce que Greber nous dit que les anthropologues en général pensent. Après, on peut ne pas le croire. Hein, mais... L'État capitaliste. Non, l'État tout court. Oui, l'État tout court. Dans le communisme, c'est différent. Mais dans le communisme, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, mais il y a une structure quand même. Oui, mais pas d'État. On parle pas de la même chose. Je pense pas que tu parles de l'URSS. L'URSS, c'est pas le communisme. Hein. Il y a un État. C'est pas le communisme. Voilà. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Voilà. Bah, l'URSS, c'est considéré comme dans le truc avec l'État, avec. Enfin, c'est pas du tout le communisme. Voilà. Donc, je sais pas si on a d'autres remarques. Non. Bah, sinon, je peux continuer. Attends, j'en étais où? On m'a interrompu alors que j'avais pas fini l'échange. Alors, attends. Je disais quoi? Ah oui, je peut-être fini. Voilà, je disais que oui, c'était aussi un des plaisirs de la vie qu'on retrouve, blablabla. Oui. Voilà, un des moyens. Non, c'est ouais, j'avais fini. J'avais pas commencé l'échange. Si tu étais dans l'échange. Ah, non, je pense pas que j'ai fini l'échange. Puisqu'on a eu une discussion justement à propos de l'échange. Alors. Tu en étais que tu nous expliquais ce que Grammaire disait qu'il y avait pas le troc n'a jamais existé. Voilà. Ah oui, d'accord, voilà. Donc Greber, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a donc deux types dans la catégorie échange. Il y a deux types assez différents, fonctionnant sur des logiques inverses, complètement inversées. Donc il y a l'échange commercial, dont on vient de parler, qui est le troc, l'échange monétaire, etc. L'échange où on cherche à avoir le plus gros gain possible et à arnaquer le plus possible son partenaire. Et puis il y a l'échange de dons, qui est radicalement différent et qui permet de reconfigurer les relations sociales par des cadeaux. Alors, dans le cas de dons, la compétition, parce qu'il y a une compétition du coup, fonctionne en général en sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut chercher à montrer qui donne le plus dans un concours de générosité. En général, l'échange commercial a lieu entre personnes souvent étrangères ou qui comptent ne pas se revoir et ne pas entretenir de relations. Et c'est pour ça que l'équivalence de ce que chacun doit à l'autre dans l'échange est atteinte rapidement pour annuler la relation, pour mettre fin. Parfois, on a une mise en scène entre un marchand et un client pour faire comme s'ils étaient amis le temps du marchandage. Et par exemple, du coup, pouvoir faire semblant de s'indigner quand l'autre propose des conditions d'échange trop déraisonnables. Mais juste le temps de l'échange. Mais par contre, dès que l'échange est fini, la relation prend fin, dès que le contrat est conclu. C'est la raison pour laquelle, dans les communautés de gens qui comptent se revoir, comme par exemple dans les relations de voisinage, ou les communautés villageoises, etc., on pratique plutôt la forme du don de l'échange, pour préserver justement les relations. Donc souvent, c'est soit du communisme, soit des formes d'échange de dons. Alors, on va lire un petit extrait du livre. Hop. Là, j'ai mis des petits post-it histoire de... Alors, donc, extrait du livre. Laura Bohannan décrit ainsi son arrivée dans une communauté tive du Nigeria rural. Des voisines se présentent immédiatement avec de petits cadeaux. 2 épis, une courgette, un poulet, 5 tomates, une poignée de cacahuètes. N'ayant aucune idée de ce qu'on attend d'elles, elle les remercie et note sur un carnet leur nom et ce qu'elles ont apporté. Finalement, 2 femmes l'adoptent et lui expliquent que tous les présents de ce genre doivent être rendus.
il serait tout à fait inconvenant d'accepter 3 œufs d'une voisine et de ne jamais rien lui rapporter. On n'est pas tenu de rendre des œufs, mais on doit rapporter quelque chose de valeur à peu près comparable. On peut même donner de l'argent, il n'y a rien là de malséant, pourvu qu'on le fasse au bout d'un certain temps, et surtout qu'on n'apporte pas le prix exact des œufs. Ce doit être un petit peu plus ou un petit peu moins. Ne rien apporter du tout serait se poser en exploiteuse ou en parasite. Apporter l'équivalent exact serait suggérer qu'on ne veut plus avoir le moindre rapport avec la voisine. Les femmes tives peuvent passer une grande partie de la journée à parcourir des kilomètres jusqu'à des demeures lointaines pour rendre une poignée de gombo ou une minuscule somme d'argent en une ronde ininterrompue de cadeaux dans laquelle personne ne rend jamais l'objet même qu'on lui a donné. Et ce faisant, elles créent continuellement leur société. Il y a certainement des traces de communisme ici. Des voisines, en bons termes, peuvent aussi se faire confiance dans des situations d'urgence. Mais à la différence des relations communistes qui sont supposées permanentes, ces rapports de voisinage doivent être constamment créés et maintenus, car tout lien peut être brisé à tout moment. Ce type d'échange de dons, sur le mode du donnant-donnant ou du quasi-donnant-donnant, peut faire l'objet d'infinies variations. La plus familière est l'échange de présents. Je lui paye une bière, il me paye la suivante. Voilà le petit extrait sur l'échange de dons. Là, on a aussi. C'est l'échange de dons, mais c'est aussi la dette, comme on peut dire quelque part. Parce que la personne se sent obligée de rendre une dette par rapport à ce qu'il a reçu, donc c'est conditionnel et c'est pas forcément voilà, comme tu disais, que du don, quoi. C'est sous forme de dette, quoi, en fait. Exactement. Là, on est dans la catégorie échange. On est sorti du communisme. Là, c'est la deuxième catégorie échange. Et la sous-catégorie dans l'échange, tu avais l'échange commercial. Et là, tu as l'échange de dons. L'échange de dons. Voilà. Donc, du coup, effectivement, c'est plus vraiment du don, en fait. Ce n'est plus vraiment du don. Bah, si, ça s'appelle du don, mais ça dépend de ce que tu appelles du don. Mais c'est un échange de dons. Ouais. Voilà. Donc, alors j'en étais où? Voilà. Donc, mais il faut faire attention. Les échanges doivent se faire entre personnes de même statut, au moins au moment de l'échange jusqu'à la fin de la relation, dans le cas des échanges. Hein. Dans le cas de l'échange commercial, le problème ne se pose pas, puisqu'il suffit que les deux personnes échangent des choses de valeur équivalente, et puis de toute façon la relation s'arrête. Mais dans le cas de don, si on fait un don important à une personne plus pauvre, on risque de la mettre dans l'embarras. Et dans certaines cultures, ce serait très mal vu parce qu'on serait perçu comme cherchant à l'humilier sans possibilité pour elle de faire quoi que ce soit. Et à l'inverse, faire un don à quelqu'un de plus riche peut paraître ridicule. Et on peut être ignoré et donc humilié. C'est le cas, par exemple, explique Bourdieu dans La dialectique du défi, c'est un livre qu'il a écrit, dans les jeux d'honneur entre Kabyles en Algérie. C'est pour donner un exemple. Donc, autre exemple aussi, faire des cadeaux au roi est souvent très délicat. Il faut surtout pas offrir quelque chose qui vaudrait plus que ce que le roi possède, sinon en général on se fait exécuter, parce que le roi il aime pas se faire humilier. Mais d'un autre côté, la plupart des cadeaux ne seront pas à la hauteur de quelqu'un qui a déjà tout comme un roi. Donc vraiment, les échanges avec le roi, faut plutôt éviter. Dans certains cas aussi, faire un don qui est accepté peut être un moyen ensuite de pouvoir demander l'objet qu'on veut à la personne. C'était le cas par exemple des guerriers maoris au XVIIIe siècle. Quand un colon admirait le pendentif de jade d'un guerrier, celui-ci insistait lourdement pour lui offrir, puis au bout d'un temps raisonnable, venait s'extasier devant le manteau ou le fusil du colon. La seule manière d'y échapper, c'était de lui faire un cadeau avant qu'il ne soit venu réclamer quelque chose. Voilà. Je sais pas si on veut dire des choses. Tu l'as sorti où tes polycopies, tes textes? Pardon? Tu l'as sorti où les textes? Les textes, je les ai écrits, mais sinon, ça c'est sort. toi qui as écrit tout ça? Ce que je suis en train de dire, ouais, c'est moi qui ai écrit. Ah, d'accord, ok. J'ai écrit parce que sinon c'est trop long si je vais me perdre. Tac. Donc, du coup, s'il n'y a pas de remarques autres, on va passer à la hiérarchie. Donc ça, c'était l'échange subdivisé en deux catégories, échange de commercial et échange de dons. Et maintenant, la hiérarchie. Donc l'échange suppose l'égalité des statuts, là où la hiérarchie suppose justement leur inégalité et n'implique absolument pas la réciprocité. On a parfois quand même du mal à le voir, que
dans les relations de hiérarchie que c'est pas de la réciprocité, parce qu'elles sont souvent justifiées par des formules qui font réciproque. Par exemple, quand on dit les paysans fournissent l'alimentation pendant que les seigneurs fournissent la protection, on a l'impression qu'il y a une certaine réciprocité, alors que pas du tout. En fait, la hiérarchie fonctionne selon la logique du précédent. Dans ces situations, les gens ne font pas les choses parce qu'ils les ont négociées, discutées ou cherché le juste milieu avant de se mettre d'accord, mais simplement parce que c'est la coutume. Et quand c'est la coutume qui détermine les relations, le seul moyen de savoir que quelqu'un a le devoir ou l'obligation de faire quelque chose, c'est de montrer qu'il l'a déjà fait une ou plusieurs fois. C'est donc, par exemple, parce qu'on a déjà donné un certain type de choses au Seigneur qu'on doit continuer à lui donner. Du coup, il faut bien réfléchir avant de faire un cadeau pour une première fois à un Seigneur. Ou encore, c'est parce qu'on obéit déjà à la caste supérieure, que ça s'est toujours fait comme ça, qu'on doit continuer de faire comme ça. Ces mécanismes peuvent même, selon Greber, amener à la formation d'États. Imaginons par exemple quand des brigands systématisent leur pillage au point de donner des ordres réguliers aux dominés, ils finissent par renverser les choses et ne plus présenter ça comme de la prédation du pillage, mais comme quelque chose qui est là et qui est normal. Comme Fillon. C'est comme Fillon? Comment ça? Comme Pénélope. Non, Elle voudrait présenter ça comme normal. Donc par exemple, le souverain, d'un coup, enfin petit à petit au fil du temps, on renverse les choses, et puis le souverain doit être obéi loyalement par ses sujets, parce que c'est comme ça et que ça s'est toujours fait comme ça et que chacun a son rôle, chacun a sa place. Voilà. Au bout d'un moment, on renverse le pillage. Parfois, les supérieurs hiérarchiques profitent de leur situation pour prendre plus que ce qu'ils ne donnent de la part de leurs inférieurs, mais parfois c'est aussi l'inverse. Alors là, je vais lire un petit extrait. Toc, toc, toc. Alors, petit extrait du livre. Les observateurs ont souvent signalé qu'en termes de possession personnelle, un chef de village était souvent l'homme le plus pauvre du village. Tant on faisait pression sur lui pour qu'il soit une source constante de largesse. Donc là, je pense qu'il parle des villages un peu tribaux. C'est précisément ce critère qui permet d'évaluer le degré d'égalitarisme réel d'une société. Les personnes en position d'autorité manifeste sont-elles de simples canaux de distribution ou peuvent-elles utiliser leur position pour s'enrichir? Le second terme de l'alternative paraît le plus probable dans les sociétés aristocratiques où on ajoute un autre facteur, la guerre et le butin. Après tout, quiconque obtient d'immenses richesses finit toujours par en donner au moins une partie, souvent de façon grandiose, spectaculaire, à un grand nombre de gens. Plus cette richesse est issue du pillage et de l'extorsion, plus sa distribution prendra de formes somptueuses et autoglorificatrices. Et ce qui est vrai pour les aristocraties guerrières l'est encore plus pour les États antiques, où les monarques se posaient presque invariablement en protecteurs des faibles, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, et champions des pauvres. La généalogie de l'État redistributeur moderne, avec sa tendance tristement célèbre à nourrir la politique identitaire, ne remonte pas à une forme de communisme primitif, mais en dernière analyse, à la violence et à la guerre. Ah, c'est une position intéressante. Et voilà, pour cette partie. C'est un homme ou une femme qui a écrit ce livre? C'est un homme, il s'appelle David Graeber. Voilà, ça c'est la partie sur la hiérarchie. C'est quoi tes sources quand tu écris? Bah, quand j'écris, ma seule source en fait c'est le livre. J'ai pas. Ce livre-là? Ouais, c'est ce livre-là, ouais. Il est gros, hein. Ah ouais, il y a de quoi. Ok. Voilà, bah du coup, j'ai un dernier petit pas paragraphe, mais un petit morceau à vous dire. Donc, bah voilà, alors, David Graeber insiste sur le fait que pour lui, ces trois rapports coexistent dans toute société, à des dosages plus ou moins grands. Il est inimaginable pour lui d'avoir une société où il n'y ait que l'un de ces rapports entre les individus. Si nous ne l'avons pas vu jusqu'ici, qu'il y avait ces trois rapports, c'est-à-dire les gens, les intellectuels, etc., un petit peu tout le monde, si on ne l'a pas vu qu'il y avait ces trois rapports-là distincts entre les individus, c'est qu'on essaye
de penser la société, quand on essaye de penser la société, on finit toujours par essayer de la penser en termes d'équilibre, de réciprocité. Et on peut prendre même l'exemple qui est quand même frappant, où les paysans produisent la nourriture pendant que les seigneurs protègent. Il y a un certain équilibre, c'est une certaine. Même quand on demande parfois, il nous dit, parfois on demande à des gens d'exprimer comment fonctionnent leurs relations, même s'il s'agit de communisme ou il s'agit de hiérarchie, ils ont tendance quand même à l'exprimer sous forme de formules qui font penser à un équilibre, à une réciprocité. C'est une tendance, voilà. Ces trois rapports moraux sont souvent entremêlés et parfois on a un glissement entre deux rapports. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Inuit, donc dans le chapitre précédent, on avait l'auteur danois là qui avait demandé à un Inuit, l'Inuit lui avait déposé, suite à une bonne chasse, plusieurs livres de je sais plus quoi, d'une bonne chasse. Il avait dit merci, et l'Inuit avait dit non, surtout pas, pas moyen. Donc c'est la raison pour laquelle l'Inuit avait réagi comme ça. Il voulait pas de remerciements parce qu'il disait qu'avec des cadeaux, on fait des esclaves et avec des fouets, on fait des chiens. Si une personne se met à faire de trop bonnes chasses, l'aide mutuelle va se changer en inégalité puisque les autres vont finir par se sentir obligés envers elle. Et les Inuits ont, depuis des milliers d'années d'ailleurs, ont des garde-fous pour éviter que le communisme ne dévie vers une forme de hiérarchie, vers un rapport clientéliste. Par exemple, une attitude courante qu'on retrouve pour celui qui a fait une chasse extraordinaire, c'est de s'auto-déprécier par la dérision. Souvent. Si on jette un œil au contrat de travail salarié, donc là, totalement un autre sujet, on voit qu'il s'agit d'un contrat entre égaux qui stipule que pendant un temps, ils ne seront plus égaux, mais dans un rapport de hiérarchie. Pour David Graeber, c'est là l'essence même de la dette. Une dette, c'est une relation entre des égaux potentiels qui ne sont pas égaux sur le moment, puisque l'un est endetté, mais pour lesquels il y a moyen de rééquilibrer les choses pour les rendre égaux à nouveau. Tant que la dette n'est pas remboursée, c'est la logique de la hiérarchie qui s'applique. Si la dette devient difficile ou impossible à payer, alors le débiteur est l'obligé du créancier, mais en plus c'est de sa faute, donc parce qu'il aurait pu être son égal. Donc il a un sentiment de culpabilité, de péché, dont on a parlé la fois précédente, qu'on retrouve beaucoup dans la religion. Et là je vais lire encore un autre extrait, un petit extrait. Alors, David Graeber nous dit « Une dette n'est donc qu'un échange qui n'est pas allé jusqu'au bout. Par conséquent, la dette est strictement une créature de la réciprocité et n'a pas grand-chose à voir avec les autres formes de morale. Le communisme avec ses besoins et ses capacités, la hiérarchie avec ses coutumes et ses qualités. Certes, si nous étions vraiment déterminés, nous pourrions soutenir, certains le font, que le communisme est une situation de dette mutuelle permanente et que la hiérarchie est constituée sur des dettes impossibles à rembourser. Mais ne serait-ce pas simplement la bonne vieille démarche, partir du postulat que toute interaction humaine doit par définition être une forme d'échange, puis se livrer à toutes les contorsions intellectuelles nécessaires pour le prouver? Le postulat est faux. Toutes les interactions humaines ne sont pas des formes d'échange. Seules certaines le sont. L'échange incite à une conception particulière des rapports humains, parce qu'il implique l'égalité, mais aussi la séparation. C'est précisément quand l'argent change de main, quand la dette disparaît, que l'égalité est restaurée et que les deux parties peuvent se quitter et n'avoir plus aucun rapport entre elles. Alors, si on regarde bien, une petite remarque aussi, si on regarde bien nos propres habitudes, on constatera que dans nos formules de politesse, il y a des éléments de comptabilité. Quand on dit par exemple merci, d'ailleurs dans plein de langues, hein, pas qu'en français, on dit en fait qu'on est à la merci de la personne et qu'on est son obligé, qu'on lui en doit une. Et la personne qui répond par exemple de rien c'est moi, ou je vous en prie dans une moindre mesure. C'est pas pareil, hein, de rien et je vous en prie. C'est pas tout à fait pareil effectivement. Mais par exemple quand elle dit de rien, en fait non c'est moi, elle dit en fait qu'on ne lui doit rien. C'est même elle qui nous en doit une parce que c'était un plaisir pour elle. Une quoi? Une ligne de compte dans son infini carnet imaginaire. Cette conception de la morale est assez récente. Toute cette histoire de merci, machin et tout ça, toutes ces formules de politesse. Elle est inspirée de la révolution marchande du XVIe, XVIIe siècle, et c'est là, donc selon David Graeber, c'est la quintessence de la morale bourgeoise.
d'un côté, on dit qu'on est obligé de rien, avec des s'il vous plaît, sous-entendu fais-le, mais sans te sentir obligé. Et de l'autre, on traite les gestes courants quotidiens du communisme fondamental comme étant des échanges réciproques, où implicitement, chacun, à chaque fois, en doit une dès qu'on rend le moindre service. Par contre, Ça peut porter à polémique. Ouais, c'est pas partout pareil. Dans certaines cultures, tu n'as ni merci ni s'il te plaît. Je sais pas si c'est en Asie ou en Espagne où on se dit jamais s'il te plaît merci. Il y a c'est pas partout. Hein. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, l'exemple que moi j'avais, c'est l'exemple des Inuits, où l'Inuit c'était carrément outré que l'autre lui dise merci. Il disait non, chez nous on ne dit pas merci. Ce que j'ai aujourd'hui, tu l'auras demain, peut-être, etc. Donc effectivement, il y a certaines civilisations où il n'y a pas du tout de merci. Alors selon David Graeber, c'est même assez généralement le cas, et le merci et compagnie existe depuis quelques siècles. Et voilà, là j'ai fini ma présentation. Je sais pas si vous avez des remarques. Non. Notre ami Eric, là, notre ami Eric, je ne sais pas. Ah ben moi je t'écoutais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il nous écoutait. Une souris. Est-ce qu'il y a une souris? Une souris? Ah non, j'ai pas de souris, c'est un ordinateur portable. Parce que l'autre soir, je lui ai dit, vous avez qu'amener une souris morte. Il me dit, mais c'est de l'ordinateur. Il n'avait pas compris. Il s'appelait comme ça. C'est un mulot, c'est pas une souris, c'est un mulot. Ouais, j'ai pas amené de souris. On dévie. Je sais pas. Il y a eu beaucoup de choses là, hein. C'est un chapitre intéressant. Hein. C'est intéressant. Très intéressant. Ça fait beaucoup d'informations en même temps. Ah, j'avoue, moi j'ai dû le relire plusieurs fois. Hein. Ouais. Mais là, tu as déjà fait un résumé dans ton écrit de chapitres qui sont beaucoup plus longs. Alors non, ça c'est un des parmi ceux que j'ai déjà lu et présenté ici, ça je pense que ça doit être le chapitre le plus long. Il faisait 50 pages celui-là. Il faisait 50 pages, ouais. Et il faisait 50 pages et tout ce que j'ai lu pour l'instant, ça fait 150. Donc il fait le tiers de tous les autres chapitres réunis. Ouais. Et les deux chapitres qui arrivent, ils font tous les deux 50 pages. Mais par contre, je crois que d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore tout lu, mais jusqu'au chapitre 7, c'est des trucs théoriques comme ça. Et après, le reste du livre, c'est une description, selon David Graeber, de l'histoire du monde. Donc ça, ce sera sans doute moins intéressant, et du coup, je pourrais le faire d'un coup, le balayer, je sais pas. Mais tu pourrais nous faire une synthèse en 3 phrases là sur parce que moi j'ai entendu des morceaux, des fois j'étais pas là, mais donc le communisme, la hiérarchie et l'échange, c'est ça? Ouais. C'est les 3 types de façon d'être dans cette relation de dette ou de pas dette. Alors, non, selon David Graeber, c'est les 3 formes possibles dans les sociétés humaines de relations morales et économiques entre les individus. Sachant que dans l'échange, il y a 2 sous-types quand même assez fondamentalement différents, qui est l'échange commercial et l'échange de dons. Et en fait, là où, moi, ça m'a assez choqué parce que le communisme, j'avais tendance à le penser que en termes d'échange de dons, en fait. Je me disais, oui, mais en dernier ressort, il y a toujours ça. Et j'osais pas imaginer qu'il y avait le communisme sans rien derrière, quoi. Je sais pas pour quelle raison, mais ça me fait réfléchir, du coup, qu'il y a un théoricien qui dit ça. Ça m'intéresse beaucoup, mais moi, je suis un peu formatée psychanalyse, si tu veux. Donc, la question de la dette, du don, dans le psychisme humain, c'est travailler complètement différemment. En fait, les mots veulent pas forcément recouvrir la même chose selon leur utilisation. Parce que, par exemple, nous, on parle de dette symbolique, c'est-à-dire qu'on règle nos dettes par rapport à nos ancêtres en transmettant quelque chose. Et là, on a une dette qui est réglée. Et si on reste en dette par rapport à ses ancêtres, on n'est pas bien dans sa vie, quoi. Un truc comme ça. Enfin, je résume très schématiquement. Hein. Si je peux me permettre, ça me fait penser à la théorie de la dette primordiale qu'on avait traitée dans le chapitre 3. Et en fait, c'est la théorie de la dette primordiale. Elle disait que
il y aurait quelque chose d'anthropologique chez les êtres humains qui ferait que dans toutes les sociétés, on tendrait à cette forme d'étatisation où genre avant les gens pour payer leurs dettes envers leurs ancêtres, envers la société, ils faisaient des sacrifices ou des choses comme ça, et que finalement l'État tire sa légitimité à pouvoir émettre la monnaie et avoir en tutelle la dette de tous les individus de ce truc anthropologique et quasiment mystique qui fait qu'on a tendance à vouloir rembourser sa dette envers la société, et donc du coup de par ça l'État est légitime. Et David Graeber, il disait, en admettant qu'on ait une dette envers la société, peu importe, au moins ce serait à nous de choisir comment on la rembourse. De quel droit la société, enfin une entité se met en tant que la société, c'est-à-dire l'État, et il nous dit quoi faire, c'est un piège total. Il était en contradiction avec la théorie de la dette primordiale. Alors, pour lui, en tout cas, il a présenté deux formes de mythe d'apparition de la monnaie. Il y avait le mythe du troc, donc par les économistes Adam Smith et compagnie, qui eux se basent sur rien. Ils disent il y avait le troc et puis voilà, ils s'en foutent de l'anthropologie. Et puis il en a présenté un deuxième qui était la théorie de la dette primordiale, comme quoi ça serait apparu à cause de ce penchant des êtres humains à vouloir absolument rembourser la dette envers le cosmos. C'est aussi la dette de vie, c'est-à-dire Exactement. Voilà, les ancêtres t'ont donné la vie, donc toi tu es, si tu tu gardes une dette si tu fais pas un équivalent de transmission de la vie. C'est pas forcément transmettre la vie au sens biologique, hein, mais il y a quelque chose qui doit se transmettre pour plus être en dette, quoi. D'une façon ou d'une autre, tu peux faire une œuvre d'art, tu vois, écrire, je sais pas. Et c'est une façon de liquider ta dette de vie, quoi. Et c'est une théorie qui vient un peu de qui? De quel courant, je sais pas. Résumé très 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 résumé d'un ensemble de courants. C'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce que ça va en rapport avec on appelle ça, le mot m'échappe. Le karma. L'héritage. Non, l'héritage que tu peux avoir de tes grands-parents, parents. Pas l'héritage financier, mais l'héritage intellectuel. Oui, bien sûr, ça doit avoir un lien. Que tu as laissé et qui te permet de vivre, en fait. C'est un lien avec ça? C'est la contrepartie, peut-être même. C'est l'idée que tu as un héritage intellectuel. Tu as reçu quelque chose et il faut que tu le transmettes. Que ça soit à quelqu'un d'autre ou à d'autres. C'est pas forcément de l'argent ou des enfants. Non, c'est un héritage historique, intellectuel, de connaissances. Ouais, ça a à voir avec ce que tu disais de la dette primordiale. Hein. Contre laquelle Graeber est très critique. Oui, on peut être critique, mais c'est pas parce que l'État utilise ça pour se légitimer qu'on peut l'approuver. Hein. Il y a certainement d'autres façons de le vivre ou de le gérer. D'ailleurs, la théorie dit aussi que c'est par ce même mécanisme que on a un penchant pour créer des divinités contre lesquelles, pareil, on a une dette toujours en permanence endettée, avec l'histoire du péché en permanence, etc. Que toutes ces histoires seraient liées, la dette, le péché. Voilà. Il y a plusieurs choses. Hein. Ouais, c'est tout un truc. Oui, sont différentes. Hein. C'est que jamais les... Là, ouais, il y en avait des points différents à avoir. Hein. Est-ce que c'est possible que je t'emprunte ton texte, que je le relise? Alors, pour info, mon texte, il est sur le wiki. Il est dans Nice, Université populaire, et c'est genre 338 mars ou je sais pas combien, la dette de David Graeber, chapitre 4 et 5, enfin je sais pas combien. D'accord, c'est bon. Voilà, tout ça est sur le wiki. Ouais. Ouais. J'essaierai aussi de faire un truc un peu plus condensé, un article dans le Gary. On va voir. Et je pense que après ce truc-là, je laisserai un peu ce livre pour passer à d'autres trucs et je reviendrai dessus plus tard. Attention. Prochainement, d'ailleurs, on peut tous préparer plein de trucs. Hein. Avec Mathieu, on avait pour idée de faire un truc sur les droits de l'homme. Lui, il voulait faire sur est-ce que les droits de l'homme sont appliqués dans la société et à quel point, etc. Et moi, je voulais faire sur les différentes versions des droits de l'homme pour comparer et voir
genre celle de Robespierre, celle de ceux qui se sont fait guillotiner en 93, c'est celle de 1789 qu'on a actuellement, etc. Et c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a qui restreignent la propriété, d'autres pas, etc. On peut faire un atelier sur ça. Je voulais faire un atelier aussi sur la philosophie du logiciel libre. Je pense que je vais essayer de faire un petit résumé d'une conférence de Richard Stallman. Ouais. Et après, je sais pas, on peut faire plein de trucs. Tu veux pas présenter un truc là, Jean-Luc? Il faudrait que j'ai le temps de préparer. Là, pour l'instant, je n'arrive même pas à préparer mes cours, donc. C'est clair, ça peut être un cours. Non, j'en fais 2 différents ce semestre, et du coup, j'ai tout à préparer là. Alors Jean-Luc est prof de logique, je crois. Oui, enfin pas seulement de logique. Ça, la logique, je n'ai pas besoin de préparer, c'est toujours la même chose. Ce que je dois préparer, c'est un cours, 2 cours de philosophie des sciences, où je parle de la science et le monde moderne de Whitehead, et un autre où je parle de Donna Haraway, qui est une philosophe des sciences féministe américaine. Son manifeste cyborg, c'est clair, ça pourrait nous intéresser. Mais quand j'aurai fait le cours, mais là pour l'instant en cours, je présente pas très bien, mais heureusement c'est un séminaire de recherche, donc ce n'est pas gênant que ça ne soit pas achevé. Je présente le premier livre important d'Haraway qui s'appelle Primate Visions, Vision primate, et après en cours je vais parler du manifeste cyborg que j'ai commencé à travailler sérieusement seulement pendant 1 heure cet après-midi, donc je suis encore très loin de pouvoir en parler. Si ce n'est que j'ai remarqué que je croyais que les diverses traductions françaises étaient plutôt bonnes, et là, soit il y a quelque chose qui m'échappe, soit il y a un point dans lequel 2 d'entre elles ont fait une très grosse, pas vraiment erreur de traduction, mais ont complètement manqué une allusion qui était dans le texte original. Ce qui m'étonne parce que ce sont quand même des gens très compétents qui ont fait cette traduction. Alors peut-être que c'est moi qui manque une autre allusion et que leur traduction fait apparaître cette allusion que je n'arrive pas à voir malgré leur traduction, qu'ils trouvent comme plus importante que celle qui est manifeste pour moi et que je vais faire apparaître. Enfin, Donna Haraway parle à un moment du manifeste cyborg. Je m'excuse, je vais parler anglais, je parle très mal anglais. The Spectre of the Ghost in the Machine. Et les 2 traductions les plus répandues parlent dans la machine, le spectre du fantôme, ce que je ne comprends pas et qui ne veut rien dire à mon avis, alors que par contre, quand je regarde le texte anglais, le spectre du ghost, de l'esprit dans la machine, là je comprends ce que c'est une référence, The Ghost in the Machine, à un livre de Ryle, qui est un philosophe analytique anglo-saxon, et The Ghost in the Machine, l'esprit dans la machine, c'est la façon critique dont Ryle dépeint la conception du dualisme cartésien. L'esprit dans la machine, c'est le corps qui appartient au domaine matériel, qui est mu par l'esprit qui appartient au domaine spirituel, avec dans la théorie de Descartes ce truc très compliqué. Comment est-ce que quelque chose qui appartient au domaine spirituel peut-il agir sur le domaine matériel? Alors Descartes dit que c'est dans l'hippocampe que ça se passe et que l'hippocampe fait le lien entre le monde spirituel où se trouve l'esprit, l'âme, et le monde matériel où se trouve le corps. Mais ça pose des tas de problèmes, parce que comment quelque chose qui n'est pas matériel, l'esprit, peut-il avoir un effet sur le monde matériel? D'autant qu'avec Descartes, on est déjà aussi en même temps
dans les débuts d'une science moderne. Et du coup, on a cette idée un peu paradoxale par rapport à la science moderne telle que la conçoit Descartes lui-même, qu'on a là un mouvement qui ne vient de rien, puisqu'il ne vient pas du monde dans lequel il se situe. Et chez Descartes, il y a déjà cette idée fondamentale de conservation du mouvement. C'est là dans le bouddhisme aussi. Ça, c'est possible. Je n'ai pas étudié le bouddhisme. Ils disent que, par rapport au corps et à la matière, l'esprit est plutôt immatériel. Et par contre, donc le corps est un véhicule de l'esprit, mais que l'esprit, malgré qu'il soit moins palpable que la matière, peut avoir un contrôle sur le corps. Et donc, il réfléchit beaucoup sur le monde spirituel. C'est effectivement la même idée, en effet. Et, moi, ce que j'ai compris dans ta phrase cyborg, le fantôme de la machine, on peut aussi l'interpréter d'une manière où on dit que vu que c'est matériel mais même robotisé, c'est sans âme. Donc, c'est quelque chose comme un fantôme. Non, pas du tout, parce que Donna Haraway, dans le manifeste cyborg, privilégie au contraire l'image du cyborg. Le cyborg en tant qu'être mixte, qu'être multiple, c'est ce qui nous permet de sortir du dualisme occidental, de toutes les coupures rigides instaurées par l'Occident et principalement justement depuis la période de Descartes, la coupure entre l'esprit et la matière, entre les humains et les animaux, entre la nature et la culture, en tant que Donna Haraway est féministe, entre les hommes et les femmes. Et le cyborg est un mythe justement qui lui permet de déconstruire ces oppositions binaires tranchées de l'Occident pour aller vers une vision beaucoup plus continuiste, mais pas simplement continuiste, enfin une vision qui ne soit pas simplement binaire, qui fasse apparaître vraiment la pluralité des entités qui peuplent notre monde. Et le cyborg, pour elle, je ne devrais pas dire le cyborg. J'ai remarqué récemment j'ai lu récemment quelqu'un, j'ai oublié qui faisait une très bonne remarque. Toutes les traductions françaises, pour le coup, y compris celles que je fais moi spontanément, disent le cyborg. Alors qu'en anglais, il n'y a pas d'adjectif masculin, d'article masculin ou féminin. C'est dans tous les cas. Et donc, dans le texte anglais de Haraway, cyborg n'est ni masculin ni féminin. Et parler de cyborg aussi, c'est déjà en parler correctement, ce que je n'ai pas fait, ce que n'ont pas fait les traducteurs précédents. C'est dans le terme même cyborg permettre de sortir de cette dualité masculin-féminin. Cyborg n'est ni homme ni femme. Et en même temps, il est à la fois homme et femme et bien d'autres choses. Il est animal et je dis il, malheureusement, je suis pris par les pièges du patriarcat occidental dont je n'arrive pas à me dégager. Yel, pour prendre la formule heureuse fabriquée par les féministes, ou il. Aïcha a dit récemment Yel. Moi, j'avais vu plutôt I2L pour essayer justement de faire un pronom personnel qui soit non genré, qui ne nous oblige pas à enrôler les L sous la bannière du il ou les il sous la bannière du L. Moi, dans ma pensée. Encore il, c'est pas elle. Encore, ça commence quand même par il, elle. Yel, oui, ça commence par. Enfin non, pas vraiment. Yel, ce qu'écrit, ce qu'a dit Aïcha, ça ne commence pas par il, parce que le i est coupé après de la suite du i, et c'est elle qui est un entier.
Et c'est peut-être mieux effectivement que la formule que j'avais vue moi, il, I2L, qui là commence effectivement par il. Moi, dans ma pensée, par rapport à toutes les pluralités que tu as pu dire, les bipolarités, les séparations et tout, pour moi, il y a dans la vie, que ce soit pour l'esprit comme le corps ou la matière, il n'y a aucune séparation. Tout est lié, tout est uni, il n'y a aucune séparation et tout est même, je dirais même que les dualités, elles sont complémentaires. Il y a aucune opposition, tout est complémentaire. Oui, mais ça justement, ce n'est pas la pensée occidentale. La pensée occidentale, assez largement à partir de Descartes, qui radicalise des choses qu'il y avait déjà avant, fait vraiment une coupure qui n'est pas une question de complémentarité. Même la complémentarité, ça demanderait à être discuté parce que complémentarité, ça peut-être encore mettre deux éléments radicalement opposés en tant qu'ils sont complémentaires, alors que l'idée, c'est pour ça, enfin, c'est difficile de trouver des termes satisfaisants dans le vocabulaire dont nous avons hérité. L'idée, c'est vraiment que les deux vont ensemble. Ce que l'on perçoit comme opposés ou comme complémentaires, souvent vont vraiment de pair. Or, la complémentarité dans la vision mathématique, ce n'est pas vraiment ça. Là où il y a un, l'autre n'est pas, et là où il y a l'autre, l'un n'est pas. Ils se complètent, mais sur des domaines différents. Alors que là, l'idée, c'est vraiment que les deux sont indissociables. On pourrait peut-être rapprocher ça des monades leibniziennes ou de la pensée de Spinoza, où on a finalement des modes différents de l'être. Mais comme je n'arrive pas encore très bien à comprendre ni Leibniz ni Spinoza, je ne m'y risquerai pas avant quelques dizaines d'années. C'est-à-dire peut-être, sans doute, j'en ai peur jamais. C'est un peu ça. De complémentarité et d'inséparabilité des esprits et des corps, elle n'est pas occidentale. Inséparabilité, non, vraiment. Complémentarité, je te dis, ça peut se tirer dans le domaine occidental, mais quand tu dis inséparabilité, là, vraiment, tu es... Alors, quand je dis non occidental, c'est critiquable aussi parce que, comme je l'ai dit, Leibniz, Spinoza, ce sont aussi des auteurs complètement occidentaux et réputés, mais il n'en reste pas moins que le courant dominant, au moins en France, mais aussi en Allemagne, il me semble, peut-être un peu moins dans les pays anglo-saxons, est vraiment héritier de cette coupure cartésienne qui considère qu'il y a la possibilité d'une séparabilité absolue entre ce qui est conçu comme des opposés. Mes compliments, monsieur, hein, vous êtes bien instruit. Hein. Non, je pense que c'est simplement que je suis moins bon que lui, alors j'explique les choses de manière compliquée et ça paraît brillant, alors que en fait c'est simplement dû à mes limitations. Pédagogique. Pédagogique, oui. Je ne suis pas un bon pédagogue. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. On apprend des choses. Il faut avoir le temps. Hein. Ah bah ouais, on est là pour ça. Hein. Mais pour le coup, Alessio a fait en fait des études en philo plus poussées que moi, et vous pourriez lui demander, je pense que il pourrait vous exposer ça mieux que moi. Bon, le problème, c'est peut-être qu'il voudrait le ramener avec l'hexagone des oppositions. Ah oui, à un moment, on a parlé des oppositions là. Alessio, il pourrait nous en parler. Hein. D'ailleurs, au passage, Alessio, bientôt, je sais pas quand, mais il voudrait nous faire enfin, il avait mis sur les discussions là, qu'il voulait nous faire un truc sur Stigler aussi, une série d'ateliers sur Stigler, c'est pas mal ça. Et ça c'est intéressant effectivement, parce que je n'ai pas travaillé Stigler du tout, mais il y a des tas de gens, dont Alessio, mais pas seulement, qui pensent que Stigler est vraiment un auteur important.
On l'a pas perdu, Eric, il est toujours là. Je sais pas, peut-être qu'on l'a perdu. Bon, mais moi, je vais imiter Félicie. Non, inutile de rapprocher le micro de moi parce que D'accord. j'essaie de me sauver sans faire remarquer. La bonne Donc, soirée. je vous dis bonsoir T'as et à remarqué, bientôt. hein. On a remarqué que j'étais là, ça que je me sauvais. J'ai une question à te poser si Oui. c'est un syllogisme ou pas. Oui. Non, mais c'est une connerie, hein. Ouais, je sais pas. Bonsoir. Bonsoir. Une occasion à bon marché, c'est rare. Alors, c'est un syllogisme. C'est, enfin, tu ne l'as pas terminé, mais c'est connu. C'est le syllogisme en Barbara le plus typique. C'est le même schéma que tous les philosophes sont humains, tous les humains sont mortels, donc tous les philosophes sont mortels. Et quand on transpose effectivement à tout ce qui est bon marché rare, tout ce qui est rare et cher, donc tout ce qui est bon marché est cher, on arrive à une absurdité. Alors, l'absurdité ne provient pas du schéma formel du syllogisme. Par contre, il y a des discussions en philosophie. Je sais que mon prédécesseur à la fac, le dernier devoir qu'il avait donné aux étudiants, là où maintenant je leur donne des trucs très vaches comme ce que vous avez pu lire dans le Gary et qui n'en représente que la moitié, qui doivent se traiter en faisant des tables de vérité, des calculs, etc. Mon prédécesseur, donc, le dernier devoir qu'il leur avait donné, c'était exactement ça. Tout ce qui est bon marché est rare, tout ce qui est rare est cher, donc tout ce qui est bon marché est cher, discuter. Et effectivement, il y a des tas de discussions possibles sur la raison pour laquelle ce syllogisme formellement valide, formellement correct, donne dans ce cas-là quelque chose de complètement idiot. Et bon, je vous donne les premières raisons qui me viennent à l'esprit. L'une d'entre elles, c'est qu'en fait, pour faire de la logique rigoureusement, ce qu'on veut faire quand on fait de la logique, on doit employer des termes précis, bien définis. Or, quand je parle de rare, de bon marché, de cher, j'emploie précisément des termes qui ne sont pas bien définis, dont les frontières sont floues. Et comme le disait l'autre, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et c'est ça qui permet d'arriver à une conclusion absurde avec des prémices valables. Une autre explication possible qui se rapproche un peu de celle-là en ce qu'elle critique les termes qui sont employés, mais pas en fonction de leur flou, c'est que parler de rareté, mais aussi éventuellement de bon marché et de cherté, ce ne sont pas des qualités intrinsèques des entités dont on parle, ce sont finalement des qualités fréquentielles qui renvoient à l'ensemble. Dire que quelque chose est rare, c'est dire que sur tant d'objets, tu vas en trouver tant. C'est donner quelque chose comme 5%, 10%. Donc en fait, ce sont des adjectifs qui ne te permettent pas d'être attribué à une entité isolée qui ne la voit que dans ses relations avec les autres. Or, les raisonnements logiques se font à partir de propriétés des entités qui sont vraiment des propriétés intrinsèques et non pas des propriétés comparatives. Vert, bleu, grand. Peut-être grand, petit, on a à nouveau le même problème. Vert, bleu, typiquement, ça rentre bien là-dedans. Rare, bon marché, cher, c'est plus discutable. Autre possibilité, en fait, en logique, on considère que ce qui n'existe pas, on peut lui attribuer toutes les propriétés. Parce que si je te dis tous les chmouches sont bleus, tu ne peux pas me dire que j'ai tort parce que tu ne sais pas de quoi je parle. Et donc tous les sont bleus, mais ils sont tout aussi bien verts et rouges, etc.
Et donc, quand j'arrive à une... non, parce que les schtroumpfs, on sait qu'ils sont bleus. Donc, quand j'arrive à une propriété contradictoire, comme tout ce qui est bon marché est cher, ce n'est contradictoire que parce que on suppose qu'il y a des entités qui sont bon marché. Mais en fait, si on considère que rien n'est bon marché, dans ces conditions, c'est bon, c'est une étape intermédiaire simplement. La conclusion du syllogisme, après l'étape intermédiaire, tout ce qui est bon marché est cher, c'est il n'y a rien de bon marché. Pour le dire avec un proverbe anglo-saxon, il n'y a rien comme un repas gratuit. Et dernière possibilité à laquelle je pense, parce que il y en a certainement d'autres que je ne connais pas, mais là je sais qu'il y en a encore une qui m'échappe. Oui, dernière possibilité, on sait aussi très bien en logique que en fait la validité d'un raisonnement n'a pas comme conséquence la vérité de sa conclusion. Pour que la conclusion soit vraie quand le raisonnement est valide, il faut que les prémices soient vraies. Si je te dis tous les hommes ont quatre pattes, tous les êtres qui ont quatre pattes aboient, donc tous les hommes aboient, mon raisonnement est parfaitement correct, valide, autant que le tien, et pourtant la conclusion est idiote aussi autant que la tienne. Donc pourquoi est-ce que tout ce qui est bon marché est cher est une conclusion idiote? Dernière possibilité, parce que en fait, on a accepté dans les prémices comme étant indiscutablement vrai quelque chose qui en fait ne l'est pas. Est-il vrai que tout ce qui est rare est cher? C'est discutable, mais extrêmement, surtout quand je suis constipé, mais même quand je ne le suis pas, sont relativement rares si on les reporte à l'ensemble de la planète. Et pourtant, je peux essayer de les vendre pour apporter de l'argent à nuit debout. Ça m'étonnerait que ça apporte grand-chose. Donc, on peut aussi considérer qu'en fait, c'est la prémisse, tout ce qui est rare et cher, qui est fausse. Ça explique tout. Moi, je pense à. Le devoir de mon prédécesseur, mais comme il est parti à la retraite il y a 29 ans de ça, j'espère pour lui que non, mais il y a des risques qu'il soit mort ou plus en très bonne santé. Ça lui ferait 94 ans, oui, c'est tout à fait possible qu'il soit vivant, en bonne santé, c'est plus... Là, on ne peut pas faire de syllogisme. Les syllogismes, c'est vraiment binaire, oui-non. Et dès qu'on rentre dans le domaine des probabilités, du probable, on ne peut plus faire de syllogisme. Eric, qui voulait dire un truc, tu voulais dire quoi? Moi, j'en ai un. Moi, j'ai un syllogisme qui, je sais pas dans quelle catégorie il rentre, mais en tout cas, il est simple. C'est un chercheur qui fait des tests avec une puce. Oui, je connais. C'est une histoire drôle, Voilà. Ce n'est pas un syllogisme. Allez, on écoute. Vas-y. Ah si, c'est un syllogisme. Vas-y. C'est un syllogisme. Oui, c'est pas un syllogisme. Allez, on veut la connaître, vous discuterez après. Le chercheur, il demande à la puce de sauter. Elle saute, elle fait un saut périlleux, elle retombe sur ses pattes. Le chercheur remarque, avec ses 6 pattes, la puce peut sauter. On n'a pas entendu. Tu peux répéter? Et c'est tout? Allô? Non. Ouais, on est là. Non. Si on est coupé, je peux. Oh, vas-y. Non. Vas-y. Avec ses 6 pattes, elle peut sauter, ouais, après. Bon. Il lui coupe 2 pattes. Et il lui dit, vas-y, saute. La puce, elle saute, elle fait un saut périlleux, pouf, elle retombe sur ses pattes. Le chercheur, il note, avec 4 pattes, la puce peut sauter. Il coupe les 2 dernières pattes, il lui dit, vas-y, saute. La puce, elle saute pas. Le chercheur, il note, quand la puce n'a plus de pattes, elle devient sourde. Elle devient sourde.
Et pourquoi c'est pas un syllogisme alors? Parce qu'il n'y a pas, une paire ou un ensemble de prémices dont on peut déduire par l'intermédiaire d'un moyen terme une conclusion. C'est parce qu'il n'a pas de patte. Il déduit, mais ce n'est pas un raisonnement logique, du moins pas un raisonnement de logique formelle. On peut considérer que c'est un raisonnement de logique inductive, mais depuis le début du XXe siècle, on ne considère plus que l'induction fait partie de la logique. Et même du point de vue de la logique inductive, c'est un raisonnement un peu vicieux. C'est plus un sophisme qu'un syllogisme. Alors ceci dit, on peut considérer effectivement qu'un sophisme, c'est un syllogisme faux, mais que c'est quand même un syllogisme. Personnellement, je préfère réserver le terme de syllogisme pour ceux qui sont valides, c'est-à-dire où structurellement la conclusion découle des prémices. Là, il n'y a pas, pour l'histoire de la puce, de forme structurelle qui fasse découler la conclusion des prémices. Pas plus que, et c'est un raisonnement moins drôle, mais c'est ce qui est considéré comme la base de l'induction, et certains pourraient le considérer comme tout à fait correct. Je vois un corbeau noir, 2 corbeaux noirs, 3 corbeaux noirs, 4 corbeaux noirs. Quand j'ai vu suffisamment de corbeaux noirs, je peux dire tous les corbeaux sont noirs. Ça, typiquement, c'est un raisonnement par induction. Un peu le même exemple que la puce. Je fais des expériences. Alors c'est plus subtil que la puce, puisque là c'est sur une seule puce. Si on veut faire sur la puce ce que je viens de dire sur les corbeaux, on va se dire ah oui, mais j'ai montré ça sur une seule puce. Je suis sérieux, moi. Je sais bien que sur une puce seule, ça ne prouve rien. Parce que c'est peut-être qu'elle fait preuve de mauvaise volonté, parce qu'elle n'est pas d'accord, parce que je lui ai coupé les pattes. Donc je prends une deuxième puce, et puis je lui coupe les pattes, et à nouveau, alors qu'elle sautait avant, elle ne saute pas. Et puis j'en prends une La preuve qu'elle troisième, est je sourde. lui coupe les pattes, et quand j'en ai pris un nombre suffisant, là je vais pouvoir dire effectivement, inductivement, quand on coupe les pattes d'une puce, elle devient sourde. Mais ce n'est pas bon, pas plus en fait que ce n'est bon pour les corbeaux. On peut multiplier autant de corbeaux noirs que l'on veut, on n'arrivera jamais à affirmer logiquement que tous les corbeaux sont noirs. Alors on peut l'affirmer. C'est une démonstration logique. C'est une démonstration, mais pas de logique formelle. Voilà, c'est ça. De logique inductive. Les mathématiques, par exemple, quand les mathématiques, ça ne marche pas du tout comme ça. L'hypothèse, tu la vérifies par l'expérience et la démonstration. En mathématiques, tu ne vérifies pas une hypothèse par l'expérience. Ça, en physique, tu fais ça. En physique, tu fais ça, mais en mathématiques, non. En mathématiques, j'exagère un peu parce qu'avec le développement de l'informatique, maintenant, il y a effectivement des mathématiques expérimentales où on peut vérifier des hypothèses par l'expérience en faisant tourner des programmes un certain nombre de fois, et on considère que on a démontré, alors pas de manière satisfaisante comme le faisaient les mathématiciens traditionnels, mais il y en a certains qui considèrent que c'est une nouvelle façon de faire des maths. Bonsoir. Ah oui, je vous écoute, il n'y a pas encore. Mais non, ce n'est pas grave. Je t'interromps pas, excusez-moi. Mais les mathématiques traditionnelles, on ne vérifie pas quelque chose par l'expérience. On part d'axiomes, on déroule des conséquences. Voilà, il y a une démonstration, mais la démonstration n'est pas une expérience. La démonstration, là, c'est vraiment comme les syllogismes logiques, si A alors B, si B alors C. Non, les mathématiques ne se basent pas sur des faits réels.
C'est la physique qui se base sur des faits réels. Dans les mathématiques, il n'y a rien de réel, sauf si tu crois au royaume des idées platonicien. Alors dans ce cas-là, effectivement, les mathématiques, c'est la réalité du royaume des idées platonicien, mais ce n'est pas la réalité du monde qui nous entoure. On est d'accord. Alors, comment expliquer que les mathématiques soient si justes dans les calculs, dans les démonstrations, dans les conclusions? Parce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit à les utiliser dans les cas dans lesquels il faut les utiliser. Mais souviens-toi quand tu étais tout petit, on a dû t'apprendre que quand tu mets de l'eau à 6 degrés avec de l'eau à 8 degrés, ben là l'addition ça ne marche pas, ça ne fait pas de l'eau à 14 degrés. Ça nous paraît évident maintenant, mais au début, quand on est tout petit, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'apprendre quels sont les domaines où les mathématiques marchent de telle façon pour les faire marcher effectivement de la façon dont elles marchent. Et si par hasard, un jour, il se trouve qu'elles ne marchent pas, ben on va chercher une explication pour dire pourquoi dans ce cas-là, elles ne marchent pas. Ou on va dire, ça c'est le fantasme de certains logiciens, un fantasme que j'avais aussi quand j'étais petit, ça y est, on a montré que le système avait une faille, donc on l'a démoli, mais en fait c'est déraisonnable de vouloir démolir un système qui donne d'aussi bons résultats. Donc si jamais un jour on a une contradiction, un cas où des mathématiques ne s'appliquent pas alors qu'on croyait qu'elles pouvaient s'appliquer, ben on va trouver une explication pour dire pourquoi dans ce cas-là ça ne s'applique pas et pour continuer à les appliquer dans tous les cas où on arrive à les appliquer. Ok. Ouais, qu'on ait une discussion plus approfondie, ça m'intéresse là-dessus si un jour tu as le temps. Si tu veux, là pour le coup, j'ai déjà fait des cours là-dessus. Un jour, je pourrais vous parler, mais peut-être plutôt quand ce sera plus vers les vacances, parce que là, je ne viens vraiment qu'épisodiquement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais sans préparation, je pourrais vous parler des règles selon Wittgenstein, parce que fondamentalement, cette question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'une règle? Est-ce que la règle, c'est quelque chose d'intangible, d'immuable, qui s'impose à nous et que nous ne faisons que suivre? Ou est-ce que la règle n'existe que par l'interprétation que nous lui en donnons? C'est-à-dire, est-ce que la règle se trouve dans un domaine des idées? Ou est-ce que la règle, c'est une pratique sociale? Alors, la réponse de Wittgenstein, telle que je l'interprète, c'est que la règle, c'est une pratique sociale et les mathématiques sont un ensemble de règles. Donc, les mathématiques sont une pratique sociale qui a été retravaillée au fil des ans, ce qui fait que ça s'applique très bien, ça s'applique très bien, enfin, dans toutes nos sociétés. On a du mal à imaginer des sociétés dans lesquelles ça ne s'appliquerait pas. Mais comme dit Whitehead, prenons une entité actuelle perdue au sein des espaces intersidéraux. Donc une entité actuelle, c'est un être, mais qui n'a pas forcément nos formes. Dans les espaces intersidéraux, on n'arrive pas trop à savoir à quoi il pourrait ressembler. Il n'y a même pas pluralité d'êtres. Pour cette entité actuelle-là, 1 plus 1 égale 2, ça ne veut rigoureusement rien dire. Donc ce qui a un sens pour nous, qui correspond à quelque chose compte tenu de notre pratique, qui nous donne une règle de calcul tout à fait efficace, pour une telle entité, ça n'a absolument aucun sens. Comment expliquer cette justesse des mathématiques, justement Parce que des gens qui ne sont pas des imbéciles travaillent là-dessus depuis 25 siècles au minimum. Et ça serait quand même triste si au bout... C'est calqué à la
sur quelque chose. C'est Oui, pas. on a essayé d'adapter de plus en plus ce qu'on faisait à la réalité. Alors parfois on a fait des travaux abstraits sans souci d'application à la réalité, et on a trouvé un coin de réalité auquel il s'appliquait. Donc on s'est dit c'est très bien, il marche, la réalité est mathématique. Mais non. Cette branche des mathématiques qui a été développée s'applique à telle branche de la réalité. Mais il y a aussi, simplement, on ne les connaît pas parce que elles n'intéressent pas, sauf sans doute quelques mathématiciens purs qui travaillent dessus. Il y a des branches des mathématiques qui n'ont pour l'instant absolument aucune application et qui n'en auront peut-être jamais, ou qui en auront peut-être, on ne peut pas savoir. Je sais que Grothendieck, qui est un mathématicien, enfin je crois savoir, parce qu'on m'a dit que l'histoire de Grothendieck était plus compliquée que la vision un peu simpliste que j'en avais. Mais j'ai lu raconter que Grothendieck, qui était un mathématicien génial et un des pionniers de l'écologie en France, à un certain moment avait dit j'en ai assez de faire tel type de maths parce que ça peut servir au complexe militaro-industriel. Donc, je vais faire quelque chose dont je suis sûr que c'est absolument inutilisable par le système militaro-industriel. Et c'est des trucs qui servent pour les calculs sur les grands nombres, mais à un gros niveau d'abstraction, mais ça sert pour les calculs sur les grands nombres, et du coup ça sert en cryptographie, et donc c'est complètement utilisé par le système militaro-industriel, alors que son but c'était vraiment de rompre les ponts avec ce système. Ah non, il s'est fait avoir. Alors il s'est fait avoir, oui. Mais là-dessus, vous avez une excellente pièce que m'avait signalé Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est Les physiciens de Dürrenmatt, qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Là, en vous disant ça, je vous spoil les 5 premières minutes de la pièce, mais ce n'est pas dramatique parce qu'elle fait 1 heure et demie. Au tout début de la pièce, vous avez Einstein qui parle avec Laplace et puis 2 ou 3 autres grands mathématiciens, grands physiciens. Et vous vous dites, j'ai affaire à une pièce expérimentale qui recrée en fiction une conversation entre des grands noms de l'histoire des sciences. Et puis très rapidement, dès la fin de la première scène, on se rend compte que en fait, Einstein, Laplace, etc., ce sont les patients d'un hôpital psychiatrique qui se prennent pour Einstein, pour Laplace, etc. Mais la pièce de Dürrenmatt est vraiment très intelligente, vraiment bien construite. Enfin, il y a des tas de rebondissements jusqu'au rebondissement final. Donc, lisez-la, c'est Les physiciens de Dürrenmatt. C'est ou mieux encore, si elle est jouée quelque part, si elle est bien jouée quelque part, allez la voir jouer. Non, merci. Jean-Luc, tu nous feras un atelier, alors un de ces 4. Si tu veux. Mais je me demande si j'en ai pas déjà fait. Là, c'était un atelier déjà, à part entière. Ouais, c'est vrai. Peut-être plus approfondi, parce que ça Oui, m'intéresse. c'est ça, plus approfondi, parce que là, j'improvise, donc je dis sans doute des tas de bêtises. Quand je prépare, j'ai des notes à portée de la main, donc je peux me reporter à mes notes. Non, en fait, c'est même pas vrai, parce que quand je prépare, j'ai tendance à m'écarter de mes notes et à dire autant de bêtises que quand je n'ai pas préparé. C'est bien. Bah ouais, c'est bien, Non, c'est franchement, super. bien. Bien, ben, je vous laisse donc. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Non, d'ailleurs, j'avais eu l'impression que vous aviez J'en bien fait la avais banderole. il y en a D'accord. Ben, bonne nuit et à la Merci. prochaine. Ciao. Bonne nuit. Je voudrais juste faire une remarque. Vous avez remarqué que contrairement à la fois précédente où j'avais genre fait ma présentation là, et après on avait commencé à discuter, et on n'avait pas beaucoup discuté, on a très vite dévié vers autre chose. Bon, c'est pas forcément très grave, hein. Comme ici, dès qu'on a fini, on a assez rapidement dévié vers autre chose, mais sauf que là, on avait, enfin, comment dire, j'ai fait une petite présentation d'une petite partie, on en a parlé, etc.
Après, une deuxième partie, on en a parlé, etc. Du coup, on a un peu plus parlé du sujet. Et bon, à la fin, on a dévié vers autre chose. Donc peut-être ce serait intéressant de faire des présentations par petits morceaux comme ça. Non, je sais pas. Oui, oui, possible. Voilà, c'est juste pour dire ça. Je demanderais bien son avis à Eric à distance. Là, je sais pas où il est, dans quel coin de France ou de Navarre, mais est-ce que c'était audible en étant loin comme ça? Je sais pas si Eric est encore avec nous. Alors, je suis à Lyon. À Lyon. Je m'entends, mais avec un décalage, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Et puis j'ai la sensation que vous m'entendez pas très bien. Si. Mais en fait, c'est les. Enfin, qu'il y en a certains qui m'entendent bien et d'autres qui m'entendent pas bien. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette forme d'atelier avec moi, à distance comme ça? Il faut améliorer l'aspect technique. Le son est pas top. C'est sûrement améliorable. Ouais. Ça, c'est pour l'aspect technique. Après, pour le reste, pour la discussion en elle-même, j'ai trouvé ça très intelligent, très poussé, très intéressant. En ce qui me concerne, c'est difficile de répondre du tac au tac comme vous le faisiez vous. Donc ça, c'est un petit peu handicapant. Et puis après, ben, on passe tellement vite à un autre sujet ou à un autre pan, à une autre phase que c'est difficile de revenir sur un truc alors qu'on n'est plus dessus. Donc pour tout ça, il faudrait améliorer le son. C'est-à-dire, par exemple, passer plus de temps peut-être sur une même partie avant de changer de partie, être vraiment sûr qu'on a tout dit, etc. Non, c'est pas ça. C'est que par ce système-là, comme on fait, c'est difficile d'avoir un dialogue vraiment ouvert. Ouais, c'est difficile d'avoir un dialogue vraiment boum boum boum, quoi, comme si on était à côté de la personne. Parce que il y a un décalage et donc on a l'impression qu'on nous coupe la parole en plus. Et puis etc. etc. C'est pas pareil. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup, parce que décalage, on peut rien faire. Hein, c'est le réseau. Demander régulièrement. Ah oui, peut-être demander aux personnes qui sont loin avec nous. Non, mais je parle pas de ça. Comment? Ouais, par exemple, mais non, pour l'aspect technique, je pense qu'on peut améliorer la qualité. Avec deux, trois, on verra ça après, hein, tranquillement, on n'est pas aux pièces, mais on pourra faire ça assez facilement. Ok. Et par contre, là, t'étais tout seul. Après, sinon, je trouve que au niveau des discussions de ce soir, moi j'ai trouvé ça très enrichissant, très intéressant, et je suis bien content d'avoir assisté à ça. Oh, bah, c'est gentil, nous aussi on est content que tu étais là. On en a souvent des discussions comme ça, des ateliers intéressants comme ça.